en ces obscurs accents, le son de mes plaintes amoureuses et de mes peines, au premier rang des douleurs. Où que soient ceux qui prisent la valeur et l'estime, c'est la gloire, non moins que le pardon de mes plaintes, que j'espère obtenir des personnes bien nées, puisque leur cause est si sublime. Une vie, une œuvre. Una vita, un'opera. Gaspara Stampa, 1523-1554. Par Simone Duec. Réalisation Pascal Rayet. On dit en italien que il tempo è galantuomo, c'est-à-dire que le temps est galant, et c'est vrai que quelque part il a rendu justice à Gaspara Stampa, alors que Colalto di Colaltino n'existe plus que comme l'homme qui a été qui a dédaigné Gaspara Stampa, et il y a donc une sorte de justice a posteriori, et une sorte de hiérarchie qui a été rétablie, puisqu'encore une fois Gaspara Stampa a été peu lu et pratiquement pas publié de son temps et jusqu'au XXe siècle, alors qu'aujourd'hui elle s'impose véritablement comme la grande poétesse italienne du XVIe siècle. E spero ancor che debba dir qualcuna: felicissima lei, da che sostenne per sì chiara cagion. Et j'espère encore qu'il s'en trouvera pour dire « Bienheureuse, celle qui supporta pour une cause si claire un aussi clair tourment. Hélas, pourtant tant de faveurs, tant d'amour pour si noble seigneur ne m'est-il point échu, qui m'aurait faite l'égale d'une femme de cette trempe. » Gaspara Stampa mourut le 23 avril 1554. Elle avait 31 ans. Vie brève, mort consignée dans un registre en quelques mots laconiques. A di 23 aprile 1554, Madama Gasparina Stampa, in le case de Messer Hieronimo Morosini, la qual sta malada febbre e malcolico e mal de mare giorni 15, è morta in questo giorno. Licenziata. Congédiée de la vie par la fièvre, la colique et le mal de mer, comme un procès verbal en 2 lignes dont la précision finit par rendre les mots mystérieux, à ouvrir, à déplier. Peut-on mourir du mal de mer? La grande mare del essere, écrivait Dante, la grande mer de l'existence. La pleine mer où, disait Gaspara, contre des vents mauvais, amour m'a reconduite, mais qui puis-je, si l'ardeur m'est fatale, et si involontaire je consens à passer d'un feu l'autre, de l'un à l'autre mal. L'accent tragique de Gaspara, qui transparaît dans ses 311 compositions poétiques, de Gaspara qui perdit son jeune frère qui n'avait pas 20 ans, de Gaspara qui s'adresse, sa vie durant, à un amour absent. Et quand elle fait son autoportrait, c'est surtout l'ombre qu'elle veut dire, le visage double d'affliction mais d'allégresse, d'infortune mais de rare bonheur. Ici, on a un portrait de Gaspara Stampa qui est une gravure, mais de 1737, donc assez peu. Une reconstruction, une reconstruction là aussi. On la voit d'ailleurs avec un luth et une couronne de laurier qui fait bien sûr allusion donc à la Laura de Pétrarque. Le coude appuyé sur un ouvrage et puis un parchemin dans l'autre main. Et cela dit, les témoignages de l'époque nous apprennent qu'elle était vraiment très avenante et fort talentueuse, qu'elle chantait très bien, qu'elle était musicienne, qu'elle jouait à la fois du luth et de la viole de gambe, et que malheureusement, elle eut l'heure de trop aimer
Collalto di Collaltino, dont on sait qu'il était très blond et qu'il devait correspondre, disons, au canon de la beauté physique masculine de l'époque. C'était un noble, c'était un guerrier. Il avait aussi se piqué de quelques prétentions littéraires. Il a écrit quelques poésies assez mauvaises, il faut le dire. Et il a été le protecteur, le mécène de quelques lettrés de l'époque. C'est lui qui a publié à ses frais les paradoxes de Hortensio Landi, qui est un texte assez intéressant de la Renaissance, ou entre autres qui aligne un certain nombre d'énoncés paradoxaux, comme par exemple que la femme est supérieure à l'homme. Dans les salons littéraires, on échangeait des vers. Ceux de Gaspara Stampa circulaient dans la société lettrée de Venise, qu'elle fréquentait en femme cultivée, consciente de son talent poétique. Elle était reconnue, mais le temps s'écoula avant qu'une deuxième édition de ses rimes ne voie le jour au XVIIIe siècle et que Rilke, ensuite, la tire de l'oubli dans ses élégies à Duino. Et pourtant, Gaspara a pris la parole, comme femme, comme celle qui, même si elle se dit passagère de son corps, image d'écho et de chimère, affirme, en écrivant, sa personne et sa gloire. Annonce peut-être de ce mérite des femmes écrit à Venise à la fin du même siècle par Moderata Fonte, en 2 journées, où l'on montre clairement, nous dit le frontispice, combien elles sont dignes et plus parfaites que les hommes. De ce texte, dont Frédéric Verrier souligne le même caractère, la revendication centrale des femmes n'est autre, sous des formes plus ou moins agressives, qu'une demande d'amour. Au XVIe siècle, on a eu toute une littérature que moi, j'aime bien définir comme philogine et non pas pré-féministe. Philogine, donc par opposition à misogyne, où l'on s'interroge sur les mérites, ce qu'on appelle la dignité et l'excellence des femmes, et où bien sûr les poétesses, telles que Gaspara Stampa, servent d'exemple pour illustrer une capacité littéraire des femmes. Donc c'est une époque où les femmes sortent de cette position marginales, voire totalement absentes sur le plan littéraire, où elles étaient de simples lectrices, elles deviennent des dédicataires et elles deviennent même des poétesses. Et l'écriture féminine va connaître un succès assez considérable, y compris dans les classes, j'allais dire, supérieures, où on a des femmes qui pratiquent l'écriture comme une forme d'amateurisme, disons, raffiné. On a donc les femmes écrivains, disons, les femmes véritablement écrivains, et Gaspara Stampa en fait partie, et une écriture dilettante, disons, mais l'écriture est à la mode, et l'écriture poétique a fortiori. Guido da Vico Ponino, Gaspara Stampa est à replacer dans tout un mouvement de femmes écrivains, de femmes poétesses, qui éclot littéralement au début du XVIe siècle en Italie. Oui, et surtout dans une région du Nord, et c'est pour cause, qui s'appelle le Veneto pour nous, enfin, avec 2 villes importantes au niveau culturel, Padoue et Venise. Et c'est là que tout commence, car finalement, c'est un Vénitien qui a, si vous voulez, fondé la nouvelle littérature. Ce monsieur d'une importance énorme pour notre Cinquecento s'appelle Pietro Bembo. C'est un grand cardinal, c'est un cardinal laïque, évidemment, qui commence à relire Pétrarque et il dit finalement dans les écrits, dans un grand dialogue qui se déroule dans une merveilleuse villa près de Venise, à Asolo, dans la maison d'une princesse de Chypre, qu'il y a une nouvelle langue pour la poésie et que cette langue est la langue de Pétrarque
et que finalement, il ne le dit pas d'une façon si explicite, tout le monde cultivé peut travailler avec cette langue. Alors cette langue de Pétrarque qui est celle des canzoniere et non pas la langue latine qu'il avait utilisée pour ses autres écrits. Oui, naturellement. Ce que Dante appelait l'éloquence vulgaire, en fait. Non. C'est ce que Pétrarque, François, appelait rerum vulgarium fragmenta, c'est-à-dire fragment de choses écrites en vulgaire, qui est le titre pour lui du canzoniere. Et alors, du moment que la langue nouvelle, pour Bembo, c'est la langue de Pétrarque, c'est là qu'il commence, et c'est pour ça que ça commence entre Venise et Padoue. Car Bembo, qui faisait évidemment de voyages perpétuels entre Venise et Rome, du moment qu'il était cardinal, il était obligé à participer à la vie de la cour du pape à Rome, mais c'était Venise, son siège à lui. Et ça commence à Venise, et ça commence avec des femmes, aussi avec des femmes. C'est la première fois que les femmes, pour ainsi dire, prennent l'écriture. Pas prennent la parole, mais prennent l'écriture. Dame, qui jusques à ce jour demeurez libre, ô vous qui échappez aux amoureuses chaînes où je me trouve, avec tant d'autres, prisonnières, vous attendez de savoir qui est cet amour que notre temps, après tous les siècles antiques, a salué comme un seigneur et comme un dieu. C'est un désir brûlant, inutile poursuite d'ombres vaines, où l'on consent à être dupe, où l'on met en oubli et soi et son bien propre. C'est chercher malgré soi, avec anxiété, l'introuvable, où, si on parvient à le saisir, sa possession se change en regret et en ruine. C'est un mordant souci qui étouffe le cœur, et vous voyez partir et ensemble se perdre votre paix, votre joie et votre liberté. C'est mourir, ignorant le mal dont on se meurt, portant en soi le feu d'une vivante flamme et accablé, être indifférente à sa peine. C'est afficher ce qu'un chacun tient renfermé, ne point cesser et de pâlir et de trembler, toujours errer sans s'apercevoir de l'errance. Alors, il arrive les choses suivantes. Il y a avant tout une espèce de éloge muet mais collectif de la beauté féminine. Ça, c'est très important. Et là, les historiens de l'art auraient énormément de choses à dire là-dessus. C'est le moment où la femme, en tant que femme contemporaine, entre dans l'histoire de l'art. Et encore une fois, c'est l'histoire de l'art vénitienne. Vous voyez qu'il y a tout un réseau. Et c'est non seulement la déesse ou la semi-déesse ou la nympha, la nympha mythologique, mais c'est une femme avec un prénom, un nom de famille, qui est l'objet d'un portrait. Alors, et j'arrive vraiment à Gaspard avec ça. Gaspard a eu deux choses importantes au niveau, si vous voulez, extérieur. Elle a vécu très peu, elle est morte très jeune. 31 ans. 31 ans. Elle était belle. Elle était belle, chose qui n'est pas obligatoire. Et les portraits de Gaspard démontrent très bien qu'elle était belle. Autre chose, elle était d'origine modeste au commencement, mais amoureuse d'un aristocrate, Collaltino di Collalto, enfin. Et là, c'est une autre chose importante, c'est-à-dire c'est une femme qui, à travers sa beauté, cadeau de la nature, si vous voulez, cadeau du destin de la nature, est entrée dans un milieu qui n'était pas le sien, mais elle a été tout à fait acceptée. C'est-à-dire, alors ça c'est encore un trait nouveau, c'était inconcevable dans le 300 ou dans le 400 qu'une jeune fille d'origine modeste puisse entrer dans une famille
noble, de la noblesse, vous comprenez. Alors vous voyez, tous ces éléments font une espèce de, je ne dis pas, il est tout à fait ridicule de parler de révolution féminine ou comme ça, mais enfin, il y a un climat nouveau, Et la couple qui travaillait pas ensemble, mais Castiglione et Bembo, Bembo-Castiglione, finalement, admet que la femme peut arriver à l'écriture. Voilà. Et là c'est la naissance des canzoniere, des différents canzoniere des femmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toutes les gammes du rôle social des femmes. Franck Labrasca. Tous les spécialistes s'accordent à reconnaître qu'il y a un phénomène, alors là, radicalement nouveau, qui se produit en Italie de 1530 à 1560. Vous voyez, on peut le dater d'une manière très précise. C'est Carlo Dionisotti, un grand critique maintenant décédé de la littérature italienne, qui dit que pendant cette période, c'est la première fois où, dans l'histoire de la littérature et de la culture italienne, les femmes font groupe. Je traduis littéralement l'italien, fanno gruppo. C'est-à-dire, il ne s'agit plus simplement, comme on avait eu au Moyen-Âge, justement avec Catherine de Sienne, ou comme on avait eu au Moyen-Âge aussi avec une poétesse, d'ailleurs, dont l'identité est controversée, qu'on appelait la demoiselle accomplie, la compiuta donzella, qui a fait quelques compositions d'amour. Donc, c'était des voix féminines isolées. Là, c'est vraiment un groupe compact de femmes, dont fait partie, évidemment, notre Gaspara Stampa, qui s'exprime non seulement sur des sujets amoureux, mais sur des sujets religieux. Par exemple, c'est le cas de Vittoria Colonna. Alors, vous me posez la question des sources. Moi, je dirais qu'au fond, il y en a 3. Parce que, évidemment, cet effet de groupe des femmes ne devrait pas faire croire qu'il s'agit d'un mouvement unitaire. Ces femmes ne disent pas toutes la même chose. Ce n'est pas une école. Voilà, ce n'est pas une école. Elles sont de conditions sociales différentes. Elles sont dans des conditions, comment dirais-je, personnelles différentes. Certaines sont mariées, certaines ne sont pas mariées. Certaines sont des courtisanes avérées, d'autres sont à la marge, disons, dans une zone un petit peu intermédiaire entre la courtisanerie et, disons, le comportement un peu galant. Donc elles ne disent pas toutes la même chose. Mais je crois qu'on pourrait définir leur inspiration selon 3 modes. Alors, le premier, c'est le pétrarchisme. Évidemment, on n'échappe pas. L'idéologie de la classe dominante étant toujours l'idéologie dominante plutôt étant toujours l'idéologie de la classe dominante. Bon, le pétrarchisme, c'est le grand phénomène de la littérature de cette époque-là, et donc les femmes, tout naturellement, s'inscrivent dans le pétrarchisme. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant chez Gaspara Stampa, c'est que son imitation de Pétrarque n'est pas du tout servile, et que, précisément, elle ne suit pas Pétrarque sur la voie, si vous voulez, de la spiritualisation. La thématique amoureuse de Gaspara Stampa est une thématique, je serais presque tenté de dire terre à terre, mais terre à terre dans un sens positif. C'est-à-dire, elle est à l'écoute de ses sentiments. Elle est à l'écoute de ses sentiments, et elle est à l'écoute de ses sentiments tels qu'elle les projette dans ceux de son amant, qui en même temps est un amant un petit peu inconstant, un peu infidèle, ce fameux collaltino di collalto. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit Gaspara Stampa, en ayant en tête, et bien entendu, le modèle pétrarquien, on est presque surpris, justement, on est presque assailli, si vous voulez, par, disons, le soupçon, alors je vais peut-être un peu trop loin, mais le soupçon d'une volonté délibérée, justement, de faire redescendre le pétrarchisme à un niveau du vécu. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, évidemment, des questions féminines, et encore moins de la sensibilité féminine, que je perçois, évidemment, de l'extérieur en tant qu'homme, mais s'il y avait une spécificité de l'écriture féminine, je m'interroge, est-ce qu'elle ne résiderait pas là? C'est-à-dire que, au fond, dans une sorte d'inversion du schéma idéologique qu'on nous offre souvent, dans lequel on nous dit qu'au fond, dans le couple, c'est la femme qui, disons, a la vision la plus éthérée, et l'homme, au contraire, la vision la plus terre-à-terre, parfois même vulgaire ou purement physique. Je me demande si, au fond, c'est pas ça une vision d'homme, précisément, et si quand on analyse des textes féminins qui véritablement ont une qualité, une originalité, au contraire, il n'y a pas, au fond, une prise en
compte beaucoup plus exact du vécu et une prise de distance vis-à-vis des modèles, vis-à-vis des idéologies et vis-à-vis, si vous voulez, des grands symboles ou des grands schémas littéraires. Et donc, ce qui frappe chez Gaspara Stampa, et je crois que c'est ce qui fait la valeur, peut-être même, si vous voulez, parmi ses compagnes femmes écrivains, c'est peut-être celle, bon, il y a Vittoria Colonna aussi qui est très importante, mais à mon avis, pour d'autres raisons, pour des raisons qui sont plus liées justement aux questions religieuses et aux questions, disons, de la réforme, questions qui sont évidemment très, très prégnantes à cette époque-là. Mais Gaspara Stampa, ça a été remarqué par tous les critiques, quand même se signale, ne serait-ce que par la quantité de son canzoniere, par l'abondance de son canzoniere. 311 compositions, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, hein, ce n'est pas des petites, comme ça, des petits fragments, il s'agit vraiment d'une œuvre. Alors évidemment, elle ne l'a pas édité elle-même, c'est sa sœur Cassandre qui l'a édité après sa mort, 1 an après sa mort, mais enfin, ça témoigne aussi quand même déjà d'un certain culte qui se constituait autour de sa personne. Alors à ce culte, évidemment, ce culte a été en quelque sorte après, si vous voulez, victime, à mon avis, d'une certaine captation de la part des romantiques, qui évidemment ont collé là-dessus, évidemment, leur idée que, au fond, la poésie était toujours le reflet d'une authenticité de l'expérience amoureuse. Bon, je ne veux pas entrer dans ces considérations, parce que c'est des considérations oiseuses. On ne sait pas quelle a été la nature de sa relation avec ce Collalto. On sait qu'elle a eu une relation peut-être plus satisfaisante avec un autre gentilhomme qui s'appelait Bartolomeo Zen. Mais si vous voulez, je crois que vraiment la qualité de l'œuvre de Gaspara dépasse de beaucoup ce genre de considération un peu positiviste, etc. Et donc je pense que véritablement, par l'importance de son œuvre, par la quantité de son œuvre, par son engagement et par ce traitement tout à fait particulier qu'elle fait subir au pétrarchisme, elle ouvre peut-être la voie véritablement à une littérature féminine authentique. S'io il dissi mai, signor, che mi sia tolto l'arder per voi, comardo in fiamma viva, s'io il dissi mai, ch'io resti d'amar priva, e resti il cor del suo bel laccio sciolto. S'io il dissi mai, che il lume del bel volto di cui convien ch'ognor ragioni e scriva, alla mia luce di tutt'altro schiva, non si mostri giammai, poco né molto. S'io il dissi mai che gli uomini a vicenda, tutti e gli dei, fortuna disdegnosa, a mio danno, a ruina ultima accenda. Ma s'io non il dissi, e non feci mai cosa degna del vostro sdegno, ormai si renda la vita mia, qual fu lieta e gioiosa. Jacqueline Risset. Ce qui frappe dans la poésie des femmes, qui sont nombreuses à écrire à ce moment-là, c'est la grande liberté. Chaque voix de femme est unique. Elles sont originales plus que les hommes, souvent, disons à part les très grands. Mais les femmes ont une voix qu'elles suivent, une voix E et une voix X, disons, qui est extraordinairement reconnaissable. Et Gaspara Stampa est une des plus nouvelles, des plus fortes. Elle a cette originalité à l'intérieur d'un code aussi précis, aussi élaboré de façon rhétorique. Elle a cette capacité d'inscrire un langage ultra simple. Elle se sert bien sûr des métaphores obligées, le feu, la flamme, la contradiction, les oxymores, etc. Tout ça, elle le sait, elle le domine parfaitement, mais en même temps, elle inscrit dans ce tableau si réglé, si intimement et minutieusement réglé, des sortes de dérèglements ou disons de transgressions du côté de la simplicité, du côté du langage familier, on pourrait dire du journal intime, et qui interrompent et qui donnent une sorte de choc, qui sont souvent liés
à l'interlocuteur. La poésie pétrarchiste est toujours une poésie du je vers un tu absent. Chez Gaspara Stampa, il y a une sorte d'exaspération de cette absence, de cette souffrance de l'absence du tu. Et cela donne des sortes de cris par moments, des sortes d'interruptions, des sortes de paroles qui frôlent le silence, et puis des choses comme tu m'écriras, je t'écrirai, dis-tu. Etc. Des choses qui sont des intercalaires de dialogue véritables qui pourraient être aujourd'hui dits au téléphone. C'est une sorte de scansion que fait Gaspara Stampa, qui par ailleurs a une musique extrêmement douce et extrêmement forte, et qu'on reconnaît donc toujours. Quand au commencement fut mon Seigneur conçu, toutes les planètes du ciel, toutes les étoiles lui cédèrent don sur don et vertu sur vertu, pour que d'entre les hommes il fût le seul parfait. Saturne lui donna l'intelligence suprême. Jupiter, la recherche des actions dignes et belles. Mars, à ses côtés, rendit tous les hommes faibles. Phébus emplit son cœur de talent et d'esprit. Vénus lui donna la beauté et le charme. L'éloquence, Mercure. Mais la lune le gela plus qu'il n'est souhaitable. Chacune de ces grâces, d'une si rare abondance, entretint la claire flamme de mon amour, tandis qu'à le glacer resta cette dernière. Frédéric Verrier. L'amour que Gaspara Stampa portera à Colalto di Colaltino, non seulement n'a rien de platonique, mais n'a rien de conjugal. C'est un point qui est important et qui doit absolument être souligné. Il y a quelque chose de non orthodoxe et de socialement dérangeant dans l'amour que porte cette femme à un noble. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la mésalliance, disons, dans cette relation, et cette disparité sociale est extrêmement importante. Les rimes, le canzoniere, disons, de Gaspara Stampa est scandé par cette opposition entre le haut et le bas. Colaltino di Colalto est constamment défini comme noble, superbe, orgueilleux. Il y a toute une idée de supériorité qui est aussi, donc, je le répète, une supériorité sociale, alors que Gaspara Stampa insiste sur sa bassesse, son humilité. Donc il y a d'abord une disparité sociale entre les deux qui est redoublée sur le plan psychologique par le fait que cet amour est, j'allais dire, par-dessus le marché, malheureux, c'est-à-dire non réciproque en fait. Et Gaspara Stampa occupe une position là encore qui est totalement atypique, puisqu'elle se met en fait dans une position qui est masculine, celle de l'aimante, celle qui aime, alors que l'être aimé est l'homme, et celle qui sollicite. La demande d'amour vient donc de la femme, et celle qui se plaint, celle qui récrimine, alors que traditionnellement, et en particulier dans le canzoniere de Pétrarque, c'est l'homme qui adopte toujours cette position de sujétion, d'infériorité par rapport à la femme, qui se plaint de ses rigueurs, de son indifférence, de son insensibilité. Donc là, on a une inversion des positions, y compris d'un point de vue sentimental, qui est assez forte et qui fait toute l'originalité de la poésie de Gaspara Stampa. Dura è la stella mia, maggior durezza è quella del mio conte. Egli mi fugge, io seguo lui, altri per me si strugge, io non posso mirar altra bellezza. Odio chi m'ama ed amo chi mi sprezza. Verso chi m'è umile il mio cor rugge,
e sono umil con chi mi aspè mi adduge. A così strano cibo ho l'alma avvezza. Dans le cas de Gaspara Stampa, elle revêt, je dirais, une importance particulière de par la sincérité et la spontanéité qui sous-tend cette écriture. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de reprendre des rôles qui ont été codifiés et établis, mais ce langage extrêmement finalement rigide et codifié est animé dans le cas de Gaspara Stampa par une souffrance qui est authentique, même si, à mon avis, elle la maîtrise parfaitement. Il y a une sorte de conscience poétique et de lucidité littéraire qu'il faut absolument souligner, puisque si cette poésie n'offre pas de dépassement, par exemple, spirituel, ça n'est pas que Gaspara Stampa se détourne du plaisir, du corps, de l'amour pour se vouer, par exemple, à Dieu, ou se repent à un moment donné de son canzoniere. Encore qu'il faille peut-être lire les quelques derniers poèmes, les quelques derniers sonnets, où il est question effectivement du Seigneur Dieu, je crois, si Oui, je ne me trompe pas. Mais alors il faudrait savoir peut-être à quoi ça correspond. À quoi ça correspond? Moi, il me souvient que le seul Dieu qu'évoque vraiment Gaspara Stampa, c'est Collaltino di Collalto, celui qu'elle appelle son Dieu, de même qu'elle parle du paradis terrestre en évoquant les plaisirs charnels et les nuits blanches, les quelques rares nuits blanches, en tout cas trop rares à son goût, qu'elle a passées avec Collalto di Collaltino. Et donc je disais qu'il n'y a d'autres dépassements finalement de cette suggestion sociale et sentimentale qu'elle relate si bien et avec autant de courage que littéraire. Et elle réussit, elle parvient à convertir ce qui est le propre de toute passion, c'est-à-dire cette aliénation, le fait de subir quelque chose, les tourments que cela engendre, les affres que la passion provoque et qu'elle décrit extrêmement bien. Elle réussit à le convertir en quelque chose d'actif et je dirais de propre, de quelque chose qui lui appartient sur le plan littéraire. Franck Labrasca. Et chez les poétesses du XVIe siècle, chez nos poétesses, eh bien, je crois que concurremment au pétrarchisme, il y a aussi, si vous voulez, la circulation d'un bocassisme, c'est-à-dire d'un philogynisme, enfin du contraire de la misogynie, qui, au fond, tend à valoriser la femme, tend à montrer que, au fond, dans le couple, la femme, ce n'est pas elle souvent qui rompt le contrat, ce n'est pas elle souvent qui est inconstante, qui est infidèle, mais c'est au contraire l'homme. Et là, si vous permettez, je voudrais vous lire un court poème justement de Gaspara Stampa. Alors, je ne sais pas, je vais le lire en italien puis ensuite en français, il est court. Elle s'adresse donc à Collalto. Conte, dove è andata la fe si tosto che m'avete data? Che vuol dire che la mia è più costante che non era pria? Che vuol dire che da poi che voi partiste io son sempre con voi? Sapete voi quel che dirà la gente dove forza d'amor punto si sente? Oh che conte crudele! Oh, che donna fidèle! Comte, où est allée la foi si prompte que vous m'avez donnée? Que signifie que la mienne soit plus constante qu'auparavant? Que signifie que du jour où vous partîtes, vous ne m'ayez pas quitté? Le savez-vous ce que diront les gens partout où force d'amour se ressent? Ah, quel conte cruel! Ah, quelle femme fidèle! Alors elle lui fait la leçon, et une leçon en plus qui n'est pas la leçon au fond un petit peu le lamento, si vous voulez, un petit peu de la femme trompée, de la femme au fond aigrie. Au contraire, un lamento qui a une certaine noblesse, qui la situe au fond en position de force et qui montre en lui au fond un être assez falot, au fond, c'est un petit peu séducteur. Ah oui, et je pourrais vous en citer d'autres comme ça. Il y a, alors évidemment ce n'est jamais, si vous voulez,
voulez, un parti pris délibéré, théorique, hein, c'est pas conceptuel, mais alors est-ce que c'était des choses conscientes? Est-ce que ça, on ne peut pas le savoir, je crois. Est-ce que vraiment il y avait le projet délibéré chez Gaspara Stampa de faire valoir au fond cette voix féminine dans sa revendication au fond de prise en compte, ou est-ce que c'est un effet de l'art, un effet de la poésie? Au fond, on sait bien que les poètes parfois disent des choses auxquelles ils ne songent pas vraiment. En tous les cas, il me semble que cet aspect-là existe. Or, cet aspect-là, il n'est pas du tout, évidemment, et pour cause, chez Petrarque. Vous qui en marbre, couleur, bronze ou cire, imitez et battez la nature, façonnant telle figure et telle autre à la ressemblance de sa forme idéale, joignez-vous tous en gracieux cortège pour former la plus belle créature que modela jamais l'inventeur de toutes choses, après que de ses mains il pétrit la première. Poiché con le sue mani fe la premiera. Et soyez Ritraggete il mio attentifs à le conte, reproduire. e sì, ave a mente qual è dentro ritrarlo e qual è fuori, sì che a tanta opera non manchi niente. Fategli solamente doppio il core, come vedrete che egli ha veramente il suo e il mio, che gli ha donato amore. Marie-Françoise Piéju, alors il y a aussi quelque chose évidemment d'inhabituel, c'est que on assiste bien sûr à un renversement des rôles, c'est-à-dire que en général c'est l'homme qui se dit subordonné à la femme aimée. Ici, Oui, et alors là, c'est une très vieille histoire, puisqu'on doit remonter à l'époque courtoise pour comprendre cette subordination, dans la mesure où la poésie courtoise est née du discours d'un jeune troubadour amoureux d'une grande dame. Et la poésie courtoise, bien sûr, est très antérieure à Gaspara Stampa, mais entre-temps, il y a eu Pétrarque qui a repris ces stéréotypes de l'infériorité de l'homme par rapport à la dame, donna, domina, c'est la maîtresse. Et donc, l'homme se place dans une situation d'infériorité, de demande, la femme étant au contraire considérée comme inaccessible, insensible, cruelle. Et c'est sur ce système-là que fonctionne la majorité des poésies au XVIe siècle. Alors, dans le cas d'une femme, à partir du moment où elle veut écrire, elle est obligée, je dirais presque, d'adopter la position d'infériorité du poète vis-à-vis de l'objet aimé. Et donc, c'est elle qui va se dire serve d'amour, c'est elle qui va exalter les mérites du conte qu'elle aime. Et ce qu'il y a d'exceptionnel chez Gaspara Stampa, c'est que cette infériorité proclamée par les poètes, qui est une infériorité purement fictionnelle, parce que dans la vie réelle, au XVIe siècle, les femmes sont dans un état de dépendance sociale, historique. Elles n'ont pas le droit de témoigner en justice, elles n'ont pas la disposition de leur patrimoine, etc. Donc, la poésie renverse le rapport de la réalité. Et dans le cas d'une femme qui adopte le rôle du poète amoureux, il y a coïncidence entre le rôle poétique et le rôle réel, d'autant plus que Gaspara, de famille de très petite noblesse, est amoureuse d'un grand féodal, le comte Colalto, et que tous les oppose, et elle les oppose constamment dans sa poésie. Lui est beau, en bonne santé, riche, il voyage, il la quitte, il a toutes les possibilités, et elle est du côté de l'immobilité, de la souffrance, de la faiblesse, de la mort aussi. Et donc, il y a une coïncidence là entre la situation réelle du locuteur et la fiction littéraire, qui est, je crois, assez exceptionnelle. Ceci dit, ce renversement ne se fait pas de façon simple, ni peut-être même volontaire. Pour tout poète, ce code d'écriture est le code d'autrui, enfin, la langue d'autrui. Et pour une femme, c'est vrai que cette langue d'autrui est particulièrement contraignante. Je prends un exemple, par exemple, la célébration de la beauté de la personne qu'on aime.
Pétrarque a défini un vocabulaire très restreint, des aspects du corps qui sont très peu nombreux. Et les termes canoniques vont être la blanche main, les lys et les roses des joues, le sein angélique, la chasteté, la vertu de la dame. Alors, une femme célébrant la beauté d'un homme se trouve en quelque sorte dans une situation difficile. Elle doit innover, du coup. Elle doit innover, voilà. Alors, l'innovation commence par une réduction, c'est-à-dire qu'elle ne va célébrer que les yeux, par exemple, de l'homme aimé ou sa chevelure d'or, son doux visage. Et alors, là où Gaspara commence à innover un peu, c'est lorsqu'elle ose parler de la haute taille de son amant, de sa vaste poitrine. Enfin, on sent qu'il y a là quand même derrière un guerrier athlétique et pas une faible femme. Et c'est ainsi qu'elle en vient à détourner tout de même certains codes. Je pense la métaphore du soleil. L'homme est comparé constamment à un vivant soleil, à Apollon, donc le dieu du soleil, qui est traditionnellement représenté comme jeune, beau, avec des cheveux d'or brillant, qui sont en quelque sorte l'émanation de son pouvoir. Mais cette assimilation du conte qu'elle aime à un soleil, vive au soleil, dit-elle, renvoie aussi au destin malheureux de toutes les femmes qui ont été aimées d'Apollon. Toutes les femmes ou hommes qui l'ont aimé ont eu un destin tragique. Daphné, Créus, Coronis, Hyacinthe, changé en fleurs. Et donc, la métaphore du soleil a deux aspects, à la fois l'éloge de l'homme et puis aussi le malheur de la femme. Jacqueline Risset. Moi, ce qui me frappe toujours, ce qui m'a frappé toujours chez Gaspara Stampa, c'est sa proximité avec Louise Labbé. Elle a écrit beaucoup plus de poèmes que Louise Labbé, mais ces poèmes, on ne sait pas. Elle les aurait sans doute choisis, elle en aurait peut-être éliminé, elle est morte très jeune, et son livre de poèmes rimés a paru après sa mort. Donc, de ces 311, combien en aurait-elle enlevé? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est très proche chez ces deux poétesses, c'est la très grande liberté, la souveraineté, on peut dire, et la hardiesse. Et qui se manifeste, par exemple, par rapport à Pétrarque. Pétrarque, c'est évidemment de lui que descendent tous ces poètes qui pratiquent la poésie de cette façon, comme ce code précis au XVe et XVIe siècle. Pendant très longtemps, on a considéré ce pétrarchisme comme une maladie chronique de la littérature italienne, comme un pur exercice rhétorique, et Pétrarque comme l'antécédent, etc. Alors qu'aujourd'hui, on peut le voir différemment. D'une part, parce qu'on retrouve encore des textes pétrarchistes qu'on ne connaissait pas, et d'autre part, parce que la modernité de Pétrarque éclate beaucoup plus. Le poète contemporain, le grand poète contemporain italien Zanzotto écrit même Pétrarque est la poésie. Et ce qui est très particulier chez Gaspara Stampa et chez Louise Labbé, c'est le fait qu'elles se sentent toutes les deux très proches de Pétrarque. Elle le cite comme beaucoup de pétrarchistes, mais d'une façon beaucoup plus forte et beaucoup plus familière que beaucoup. Et en même temps, elles sont capables de transgresser ou de renverser le message de Pétrarque. Par exemple, Pétrarque commence son livre de poèmes qu'il appelle d'ailleurs, qu'il considère comme des bagatelles par rapport à toute son œuvre latine en particulier. Mais il commence en disant Voi che ascoltate in suone sparsi les rimes, et vous qui entendez en rimes éparses le son de
ce qu'il appelle mon erreur juvénile. L'erreur juvénile, c'est cet amour pour l'or qui est une erreur par rapport à la juste direction du désir humain qui est vers Dieu. Et il y a une sorte de rébellion chez Gaspara Stampa et chez Louise Labbé. Alors, Louise Labbé, elle insère cette référence au poème, au premier sonnet de Pétrarque, à l'intérieur de ses élégies adressées aux dames lyonnaises. Gaspara Stampa écrit aussi, non pas aux dames lyonnaises, ce seraient les dames vénitiennes, mais elle écrit aux dames qui sont encore libres d'amour. Et elle leur enseigne ce que c'est que l'amour. Et là, chez toutes les deux, il y a ce souci très fort qui remonte, on peut dire, à la poésie courtoise, chez les grands poètes de la poésie courtoise, chez Pétrarque et chez les grands pétrarquistes, comme Michel-Ange, par exemple, de définir ce que c'est que ce phénomène curieux de l'amour et du désir. Eh bien, Louise Labbé écrit « Quand vous lirez aux dames lyonnaises ces miens écrits pleins d'amoureuses noises, quand mes regrets, ennuis, dépit et larmes m'auraient chanté en pitoyable carme, ne veuillez point condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse, si c'est erreur. » Donc il y a une contestation de l'autorité pétrarchienne plus exactement, qui est extrêmement nette. Eh bien, chez Gaspara écrit son premier sonnet, là aussi. Voi qu'ascoltate in queste meste rime, in questi mesti, in questi oscuri accenti, vous qui écoutez dans ces rimes tristes, dans ces obscurs accents, il suono degli amorosi miei lamenti, le son de mes lamentations amoureuses, eh bien, j'espère trouver de la gloire à cause de la sublimité de leur cause. Donc là aussi, une chose qui est renversée, c'est-à-dire il y a quelque chose de sublime dans cet amour, qu'elle attribue d'ailleurs avec une modestie qui est aussi par moments celle de Louise Labbé, et Gaspara Stampa dit infima et abietta donna, femme infime et abjecte, par rapport à la noblesse de l'objet d'amour. Il y a donc cette sorte de même fragilité, de même humilité féminine par moment. Par moment, mais par d'autres, il y a au contraire cette sorte d'orgueil, de souveraineté absolue qui se manifeste chez toutes les deux. Io assomiglio il mio signor al cielo meco sovente. Il suo bel viso è il sole, gli occhi le stelle, e il suon delle parole è l'armonia che fa il signor di Delo. Le tempeste, le piogge, i tuoni e il gelo sono i suoi sdegni quando irar si suole, le bonacce e il sereno, e quando vuole squarciar de lire sue, benigno il velo. La primavera e il germogliar dei fiori, e quando ei fa fiorir la mia speranza, promettendo tenermi in questo stato. L'orrido verno, e poi, quando cangiato, minaccia di mutar pensieri e stanza, spogliata a me dei miei più ricchi onori. Ici, c'est l'aimer. Enfin, là, c'est un poème de catalogue, un poème catalogue, où l'aimer est toujours rapporté à des présences naturelles. Le visage, le soleil, les yeux, les étoiles, et même les saisons. Les saisons selon son comportement. Et le printemps, c'est naturellement la saison de l'espérance amoureuse, de l'aimer. Et l'hiver, c'est l'horrible saison
où l'aimé change d'avis. Et d'une certaine mesure, le dernier vers est très beau, je dois dire. Spogliata me dei miei più ricchi onori. Depuis la femme de tous ses honneurs amoureux. Frédéric Verrier. Elle réussit à couler dans ce moule qui était extrêmement codifié et contraignant, une spontanéité qui lui est propre, une simplicité de bon aloi, où elle rend compte de sentiments qui sont personnels, tels que la jalousie, qui est un thème absolument récurrent dans le canzoniere. Elle souffre beaucoup de son séjour, du séjour de Collalto di Colaltino en France. La jalousie, mais aussi le désir. Donc cette dimension érotique qui était absolument bafouée et bannie de la poésie amoureuse féminine, avec une exception importante qui est celle de Veronica Franco, qui est peut-être avec Gaspara Stampa une autre des poétesses les plus remarquables de cette Renaissance italienne. Veronica Franco, qui était elle une vraie courtisane, enfin une prostituée de métier, qui fait allusion de manière très explicite à ses activités, dont les prestations d'ailleurs et les tarifs étaient consignés dans un célèbre tarif des prostituées vénitiennes, ce qui n'était pas le cas de Gaspara Stampa. Ceci est un point important puisqu'on a perdu pas mal de temps au XIXe siècle pour savoir si Gaspara Stampa était ou non une prostituée. Je crois que la question maintenant est tranchée. L'on sait que Gaspara Stampa était ce qu'on appelait une courtisane honnête, una cortegiana onesta. Il suffisait de ne pas être mariée pour être considérée et d'être protégée par un homme, voire quelques hommes, ce qui fut le cas de Gaspara Stampa, ou bien d'être mariée et de ne pas vivre avec son mari pour être considérée une courtisane. Dans les rimes de Veronica Franco, qui vont dans une direction assez réaliste et assez poussée, qui va donc plus loin que ce que fait Gaspara Stampa, mais le fait est qu'on comprend très bien en lisant les rimes de Gaspara Stampa que la passion qu'elle vouait à Colaltino di Colalto est physique, même si on ne trouvera pas beaucoup de détails sur le cher Colaltino dans ses rimes, puisque là, elle se conforme, j'allais dire, aux normes néo-platonisantes, et il n'y a pas de description physique de Colalto. Il n'a pas de corps, il a seulement un visage, et il n'a pas de bouche, il a seulement des yeux sur lesquels elle revient très fréquemment. Ô nuit, à moi plus claire et plus heureuse que les plus clairs et les plus heureux jours, nuit digne d'être louée, non par mon seul talent, mais par les tout premiers que le génie distingue. Toi seul fus de mes joies le ministre fidèle. Ta douceur m'a fait chérir l'amertume de ma vie, en me rendant aux bras qui me tiennent liée. Il manqua seulement qu'alors je ne devinsse la fortunée Alcmène, pour qui l'aube tarda à retrouver ses us. Cependant, tout le bien que je pourrais jamais dire de toi, nuit candide, sera encore vaincu par l'objet de mon chant. O notte, a me più chiara e più beata che i più beati giorni ed i più chiari. Notte degna da primi e da più rari ingegni esser, non pur da me lodata. Tu delle gioie mie sola sei stata fida ministra. Tu, tutti gli amari della mia vita hai fatto dolci e cari, resomi in braccio lui che m'ha legata. Sol mi mancò che non divenne allora la fortunata Alcmena a cui sté tanto più dell'usato a ritornar l'aurora. Pur così bene io non potrò mai tanto dir di te, notte candida, ch'ancora dalla materia non sia vinto il canto.
le désir apparaît évidemment de façon filtrée par les références littéraires et par la mythologie. Il y a un sonnet avec des vers assez plaisants où elle s'identifie à Alcmène, c'est-à-dire cette femme, la femme d'Amphitryon que Jupiter avait conquise en revêtant l'apparence d'Amphitryon, et il avait repoussé, il avait fait en sorte que l'aube arrive plus tard pour que la nuit dure plus longtemps. À un certain moment, Gaspara Stampa, quand Colaltino revient de France, évoque la nuit des retrouvailles et dit qu'elle souhaiterait être Alcmène pour que cette nuit soit absolument interminable. Donc cet érotisme reste érudit, ou en tout cas voilé par des références mythologiques ou classiques, mais il s'exprime, il ne s'en exprime pas moins. Mais elle s'affirme comme une femme eterna innamorata, comme une femme dans la souffrance du désir aussi, et elle n'a pas peur de le faire, de s'affirmer ainsi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que le lecteur contemporain est sensible à cette espèce de courage, parce qu'au fond, elle n'a pas vraiment le beau rôle. Ça n'est pas très valorisant pour une femme de dire à quel point elle est délaissée, elle est quelque part négligée, à quel point c'est elle qui aime et n'est pas aimée de retour. Quant au discours de la fidélité, de l'exclusivité, il est un peu tactique à mon avis, et ne répond pas véritablement à ce qu'on sait de son histoire, puisque Colaltino avait été précédé par d'autres amants. Il sera suivi par un autre amant, un certain Bartolomeo Zen. Une histoire, semble-t-il, plus sereine et en fait plus gratifiante pour notre Gaspara. Mais je pense que c'est elle qui pose en amoureuse exclusive et fidèle. Et il est assez intéressant de voir qu'à un certain moment, elle s'identifie à Pénélope, qui est le modèle même de la parfaite épouse conjugale, alors qu'encore une fois, Gaspara n'était pas mariée à Colaltino. Donc elle revendique une espèce de fidélité, j'allais dire, morale, à défaut de titre nobiliaire et du statut social que lui donnerait le fait d'être véritablement mariée avec Colaltino. Oimè, le notti mie colme di gioia, i dì tranquilli e la serena vita, come mi tolse amara di partita e converse il mio stato tutto in noia. E perché temo ancor che più m'annoia, che la memoria mia sia dipartita da quel conte crudel che m'ha ferita, che mi resta altro ormai se non ch'io moia. E vo morir, che a rimirar l'altrui quel che fu mio quest'occhi non potranno, perché mirar non sanno altri che lui. Prendano esempio l'altre che verranno, a non mandar tant'oltre disir sui, che ritrar non si possan dall'inganno. Jacqueline Risset. Il y a chez Gaspara Stampa une fierté extraordinaire dans cette lamentation qui est, on peut dire, ininterrompue. Mais il y a par moments ces sortes de mouvements qui sont inscrits comme on les inscrirait dans un journal intime, en effet, qui sont des mouvements qui même surprennent le lecteur et qui la surprennent elle aussi, et c'est pour cela qu'elle les inscrit. Et par exemple, ce poème dans lequel elle commence « Je n'envie pas, anges saints, vos gloires et vos biens si nombreux ». Mais pourquoi est-ce qu'elle ne les envie pas? Parce que mes plaisirs sont tels et si nombreux qu'ils ne peuvent pas tenir dans des corps terrestres.
Et alors, il y a cette idée aussi d'une sorte d'éternité ou de célestité, on pourrait dire, d'appartenance au cœur des anges, comme dirait Rilke, de celui qui aime, ou de celle qui aime. Il y a quelque chose qui l'élève hors du monde, mais alors justement, c'est intéressant ceci parce que cela ne se produit pas par le phénomène d'élévation quasi artificielle, la donna angelicata, la femme qui est l'élévation vers Dieu, de la part de l'amant, qui la voit comme une sorte d'échelle vers Dieu, mais c'est les plaisirs et les bonheurs d'amour sont si rares et si beaux qu'ils sont absolument apparentés au plaisir et au bonheur des anges. Et la seule différence, et c'est là que le sonnet est construit, comme chaque fois le sonnet c'est une sorte de démonstration, à la fin, la seule chose qui sépare, la seule différence entre les plaisirs de Gaspara et ceux des anges, c'est que les plaisirs des anges durent toujours et ceux de Gaspara auront une fin. Il y a cette fragilité mortelle qu'elle rappelle très souvent, et l'appel à la mort est aussi extrêmement fréquent, et il y a des tons, des accents vers la fin de ces vers qui sont aussi quasi religieux. Donc il y a cette sorte de, quelquefois, d'appel à l'autre monde, au Seigneur qui va pouvoir sauver et transformer cette souffrance en bonheur. Dictée par la douleur aveugle et démente, auprès de mon Seigneur, va-t'en, ô l'être ami, apporter un baiser sur sa main généreuse, et dis-lui que du jour où une étoile ennemie à ma vue l'arracha, pour toute nourriture me sont restés l'ennui, les sanglots et la peine. Le ciel fut bien contraire et hostile à mon bien, à peine m'eût-il montré l'objet dont je mépris qu'il me le ravissait, me laissant misérable. Ô brève joie, plaisir fragile des humains, trésor si fugitif dans le règne d'amour, tel un éclair soudain, sitôt intercepté. Où que mes yeux se posent, où que mes yeux se tournent, ils ne vous trouvent point, ô comte, et je demeure privé de tout espoir, la proie de mes soupirs. Ah, mon cher comte, pour toutes ces heures passées heureusement ensemble, où moi je me plaisais, où vous vous complaisiez, ne tardez plus longtemps désormais à m'écrire 2 lignes seulement. La vue de vos billets prêtera sûrement un secours appréciable à mon âme tourmentée, car chaque jour qui passe, je me meurs un peu plus. Il est clair que ces rimes, ce canzoniere, peuvent être lues comme une sorte de journal intime en vers, puisqu'elle relate effectivement cette passion avec un certain nombre de données quand même précises, la rencontre, le départ de Colaltino, ses absences, certaines récriminations, le fait qu'il lui avait promis de lui écrire pendant son absence et qu'il ne le fait pas, les va-et-vient entre Venise et Trévise, puisque les terres de Colalto di Colaltino se trouvent dans ce qu'on appelle la terra ferma. Il y a une opposition qui est assez intéressante du point de vue du paysage entre Venise, donc ce paysage aquatique et marin auquel s'identifie pleinement Gaspara, ne serait-ce que à cause des pleurs aussi qu'elle verse d'abondance pendant le canzoniere, et le paysage au contraire terrestre, j'allais dire, des collines de Trévise, ou bien l'opposition entre Venise et la France. Donc on a vraiment le récit de sa vie, et puis on a aussi, je crois, on peut aussi évoquer le modèle de la correspondance, puisque Colaltino apparaît comme une sorte d'interlocuteur en fait, absent, auquel elle plus un interlocuteur ou un destinataire que parfois un véritable partenaire.
Marie-Françoise Piéjus. Elle exprime ce qu'on ne trouve pas sous la plume d'un poète masculin, une certaine présence du corps et de l'amour, disons, charnel. Son désir, ses plaisirs, son sentiment d'abandon apparaissent de façon très nette. Et si on va regarder même entre les vers, entre les lignes, on aperçoit la présence véritablement du désir sensuel. Et par cet aspect-là, Gaspara Stampa transgresse une sorte de tabou aussi de la poésie amoureuse, qui se veut une poésie qui ne nomme pas le corps, qui ne fait pas allusion, disons, à l'activité sexuelle. Alors, par exemple, où voit-on cela entre les lignes ? Écoutez, il faudrait à ce moment-là que je prenne quelques poèmes et que je vous les montre, mais il y en a un qui s'intitule, qui célèbre les plaisirs de la nuit. Et à l'opposition, disons, topique entre la sombre nuit et la clarté du jour. Dans le poème 118, par exemple, ce sont les termes mêmes et leur sonorité qui suggèrent la violence des étreintes des amants. Ma di questo e di quel son fuor d'impaccio, che quanto arder e stringere può d'amore, io son stretta per voi, conte, e mi sfaccio. On trouve chez elle des moments qui sont très proches de ce qu'est chez Louise Labbé. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler le morcellement, au sens du morcellement du corps dont on parle en psychanalyse chez Lacan, par exemple. L'objet d'amour est décomposé en petits fragments et l'amour lui-même est fait de fragments. Et on trouve quelque chose de tellement proche qu'on aurait l'impression que l'une a lu l'autre. Par exemple, lorsque Gaspara Stampa commence un poème, le sonnet 106, de cette façon: O diletti d'amor, dubbi e figaci, o speranza che salsa, etc., o poca fede, o pochi lunghe paci, ô plaisir de l'amour incertain et fugace, ô espoir qui s'exalte et qui souvent retombe, qui prend naissance et meurt en un même moment, ô confiance précaire, ô paix trop peu durable. Et on a ce deuxième sonnet de Louise Labbé, le plus célèbre sans doute: ô beaux yeux bruns, ô regards détournés, ô chauds soupirs, ô larmes épandues, ô noire nuit vainement attendue, ô jour luisant vainement retourné, ô triste plein, ô désirs obstinés. Le ô, l'interjection, l'interpellation avec le ô d'invocation, disons, est répétée un nombre incroyable de fois. Et ici, la proximité entre Gaspara Stampa et Louise Labbé est si frappante qu'on aurait l'impression que l'une a lu l'autre. Parce que, moi je l'ai très mal lu, mais il y a une parité, une ressemblance dans le rythme même de chaque phrase, de chaque vers ou de chaque demi-vers qui relance cette invocation à des parties du corps de l'aimé ou à des moments cruciaux de la peine d'amour. Et c'est chez toutes les deux, je crois, qu'on trouve le plus fortement cette sorte de sentiment extraordinairement fort de la fragmentation même de l'amour, du côté quasi fou, en fait, je veux dire, quasi d'une pathologie vraiment qui touche l'être même, c'est-à-dire l'être même est morcelé par la peine d'amour.
tandis qu'en ma douleur je pense à l'heure proche qui privera mes yeux de la vue qui m'éclaire. Ces grèves et ces rives pourront en témoigner. Je fonds comme neige au soleil. Mais une plus grave peine, à mon sens, est l'idée que ma fin outrepasse l'instant de son départ et que la douce mort qui pèse tant aux autres ne vienne pas, avant, me priver de ma vie. Car si je m'éteignais avant ce deuil terrible, mon âme consolée irait en d'autres lieux, abandonnant ici sa terrestre dépouille. Le destin et l'amour m'ont conservé pourtant cette vie de misère qui m'a été donnée pour que jusqu'à la mort, mon affliction s'accroisse. Con quai segni, Signor, volete ch'io vi mostri l'amor mio? Se amando e morendo ad ora non si crede per voi l'assa ch'io mora. Aprite lo cor mio ch'avete in mano, e se l'immagine vostra non v'è impressa, dite che io non sia d'essa. E se la v'è, a che pungermi invano l'alma di sì crudi ami, con dir pur ch'io non v'ami? Io v'amo, e v'amerò finché le ruote girin del sol, e più se più si puote, e se voi non credete, è perché crudo sete. Et aussi, c'est une sensualité très forte qui est évoquée en particulier chez toutes les deux par l'idée du sommeil, du rêve, de l'illusion et de la satisfaction amoureuse, de la jouissance amoureuse atteinte malgré l'absence à travers le rêve. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, c'est un thème que l'on retrouve dans beaucoup de poètes, mais très rarement avec la même force, avec la même conviction et avec la même force de conviction, disons, pour le lecteur. Amour m'a faite telle que je vis dans le feu, comme au monde nouvelle salamandre, et comme l'autre animal, non moins étrange qu'elle, qui dans le même lieu passe sa vie et respire. Toutes mes délices et mon divertissement consistent à vivre ardente sans ressentir le mal, n'ayant cure que celui qui m'incite me prenne plus ou moins en pitié. Ainsi, mon premier feu était à peine éteint qu'amour alluma l'autre, plus fort et plus vivement, si j'en juge par l'épreuve. Mais je ne me repens pas de brûler en aimant, pourvu que qui m'arrache une nouvelle fois le cœur reste de ma passion satisfait et content. Alors, il y a aussi chez Gaspara Stampa cette chose qui est sans doute très personnelle, je ne sais pas, vous allez me le dire, mais le fait de vouloir, d'aimer cette souffrance. En fait, chez Gaspara, je ne peux pas me séparer de cette souffrance-là. C'est peut-être là qu'il y a d'ailleurs un parallèle à faire avec Louise Labbé. Je ne peux pas me séparer de l'idée de l'amour, autrement je meurs. Absolument, oui. La présence de la mort est constante, hein, et un peu l'évocation de la mort du comte, mais surtout l'évocation de sa mort à elle. Plus de la moitié des poésies évoquent d'une façon ou d'une autre la mort. Mais la mort, bien sûr, alors les choses prennent une résonance un peu romantique quand on sait qu'effectivement la mort était toute proche pour elle, mais enfin, même si on évacue cette connaissance a posteriori, la présence de la mort et de la souffrance établit une relation qui est un peu celle de la victime et du bourreau. Et donc, il y a souffrance, mais il y a attachement à cette souffrance chez Gaspara Stampa, dont elle se
se proclame même fière vis-à-vis de discours à d'autres femmes. Elle a vécu une expérience exceptionnelle et elle en a conscience et elle ne la renie en aucune façon. Ça fait partie de sa gloire, non? Absolument. Et donc de sa gloire d'écrivain. De sa gloire d'écrivain. Et on peut dire que, si vous voulez, sa compensation, et elle n'est pas mince, c'est la compensation de l'écriture, certainement. Là encore, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une forme, non pas presque une forme de calcul, c'est-à-dire qu'elle identifie cette passion à sa vocation poétique. Et je dirais que sa souffrance amoureuse est sinon son fonds de commerce, puisqu'elle n'a pas publié de son vivant ses rimes. Sa source d'inspiration, elle en est parfaitement consciente, et à mon avis, elle l'entretient à dessein. J'insiste à nouveau sur sa conscience littéraire, le fait qu'elle évoque constamment les vers, le papier, le style, qu'elle identifie dans un de ses vers la pena, c'est-à-dire la peine, avec la peine, c'est-à-dire la plume. Les deux sont étroitement assimilés. Et en fait, ça veut dire elle s'affirmerait même davantage comme écrivain, comme Absolument. poétesse. En fait, Moi, je crois goût de tout cela, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Je pense qu'il y a une sorte de revanche littéraire, encore une fois, et d'appropriation littéraire d'une histoire qu'elle n'a pas maîtrisée et d'un sentiment qu'elle a en quelque sorte subi, mais qu'elle réussit à s'approprier sur le plan littéraire. Au point qu'on finit par se demander si l'objet d'amour, Colaltino di Colalto, est vraiment l'objet d'amour. Ou s'il n'est qu'un prétexte. S'il n'est pas quelque part un prétexte ou le support d'une écriture, absolument. Si je croyais mettre fin à mon martyre, certainement voudrais-je mourir, car une seule mort ne tue pas, mais console. Hélas, malheureuse, je crains que morte, mon martyre d'amour ne m'opprime plus fort. Je puis bien l'affirmer, moi dont les morts fréquentes renforcent le désir. Ainsi, pour un moindre calvaire, je me résous, de guerre lasse, à vivre et à peiner. Et il y a une autre chose chez Gaspara Stampa que a très fortement senti Rilke. Martine Brodin en a parlé dans son livre sur le nom, dans la poésie lyrique. Et c'est ce qu'on peut appeler l'intransitivité de l'amour, c'est-à-dire que l'amour n'est pas, malgré toutes les apparences, soulignées sans cesse par Gaspara, tournées vers un objet précis, ou plus exactement, elles sont tournées vers cet objet précis, donc transitif, si vous voulez. L'amour a un objet, un objet transitif, mais elle a aussi cette fait de se diriger vers quelque chose de vide, vers quelque chose d'immense. L'amour de l'amour, disait Saint-Augustin. Là, c'est quelque chose que Rilke a senti comme un mouvement très spécifique. Lorsque, tout au début de la première élégie de Duino, il dit « As-tu assez chanté Gaspara Stampa pour que la jeune fille à qui échappa son amant, devant l'exemple immense d'une telle amante, pût s'émouvoir et souhaiter « Je voudrais être comme elle ». Et un peu plus loin, « N'est-il pas temps que nous nous libérions en l'aimant de l'aimer ?» C'est là un des phénomènes les plus forts, les moins vus aussi, disons, avant Rilke, de cette qualité spécifique de l'amour féminin, disons. Rilke le reprend à plusieurs reprises, les amantes, et c'est cette façon d'entrer dans l'amour de façon si totale que tout y disparaît. Et l'objet d'amour lui-même. L'objet d'amour ne compte plus, l'objet n'est plus que, disons,
le prétexte. Et c'est ce que dit encore Rilke lorsqu'il dit, ainsi, toujours dans les élégies de Duino, toujours à partir de Gaspara Stampa, ainsi la flèche, résistant à la corde de l'arc, sa force toute concentrée dans l'élan pour devenir plus qu'elle-même. Il y a donc cette sorte de force inouïe, donnée, accordée, sentie dans le phénomène d'amour, qui dépasse toute cause même, tout motif et tout objet d'amour. Et chez Gaspara Stampa, c'est d'autant plus frappant que le tu y est toujours souligné. On pourrait tout de même, par exemple, si l'on pense à, par exemple, donner comme exemple ce sonnet 208, où il n'y a plus l'ardeur qui se tourne vers l'objet, mais ceci, amour m'a fait tel que je vis dans le feu, comme nouvelle salamandre au monde, etc. Et cette vie dans le feu, cette sorte, il n'y a plus que elle et le feu. Et écrire, écrire un poème d'amour, c'est se détourner. Même si le poème est adressé au tu, il y a une sorte de transposition, de transfiguration qui fait que qu'est-ce que c'est que ce tu? Et il est pris dans une sorte de réseau qui fait que il disparaît. De ma flamme impétueuse naît un effet rare qui sans doute n'a d'égal en aucune femme. Si son ardeur faiblit, il semble que je dépéris, tant éclair qu'il allume, et d'où le pique-feu. Et où, par coutume, on dit que feu consume, le feu m'entretient et consume la pensée du jour où il devra s'éteindre. Avec Frédéric Verrier, Guido Davico Ponino, Jacqueline Risset, Franck Labrasca, Marie-Françoise Piéjus. Remerciements à Paul Bachmann. Les textes de Gaspara Stampa étaient lus par Agnès Pontier et Laura Devoti. On peut lire aussi Le mérite des femmes de Moderata Fonte, présenté et traduit par Frédéric Verrier aux presses de l'ENS. Les traductions de Gaspara Stampa sont de Sophie Bache, édition Orphée la Différence, et de Paul Bachmann, édition Poésie Gallimard. Voi potete, signor, ben Vous pouvez tormi me prendre, voi, monsieur, votre con quel personne, cor car d'indurato votre cœur est diamante, fait du diamant le plus e dur, farvi d'altra pour un donna nouvel nuovo amour, amante. pour une autre Di che cosa maîtresse, non è et j'en che aurai più chagrin m'annoi, plus que de tout au monde. ma non Mais vous ne potete già pouvez ritormi plus poi désormais l'immagine me vostra, reprendre votre il image, vostro vos almo nobles sembiante, traits, che source giorno de e vie notte qui de mi sta jour et de sempre nuit dinante, sont devant moi poi che toujours, mi fece amor de depuis servi qu'amour m'a suoi. appelé à son service. Non potete ritormi Vous ne quei pouvez me desiri reprendre che aucun des m'accesero di voi désirs qui sì pour vous m'ont caldamente, brûlé il en si fuoco, il vives pianto ardeurs, che per gli et occhi ce feu verso. et ces pleurs jaillissant de Questi mes mi yeux. fien, nei miei gravi Ils seront martiri, dans l'accablement de dolce mes sostegno, supplices, mon doux e la memoria soutien, ardente del avec le diletto souvenir provato fervent qu'han du disperso. plaisir que j'ai eu et qu'ils ont dissipé. Une vie, une œuvre, Gaspara Stampa. Prise de son, Xavier Gilbert, Caroline Jean-Gérard, Emmanuel Colcher. Mixage, Rémi Fessard, Guillaume Rialan. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Pascal Rayet.